Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le comité organisateur et Réalisme de m'avoir conviée à participer à cette soirée en tant qu'oratrice. À vous remercier aussi de vous être déplacés pour partager ce moment avec moi autour du développement de l'adolescent et plus précisément de son développement cérébral, mais on ne parlera pas que de ça. Et puis, comme Madame Cattal le disait, donc moi, mon nom est Françoise Dominé, je suis pédiatre et donc issue de l'Université de Liège et j'ai eu la chance de pouvoir être formée en médecine de l'adolescent à l'Université de Lausanne, au sein de l'unité de santé des adolescents du CHUV. Et c'est une université avec laquelle je garde un lien étroit puisque je fais partie d'un programme de formation là-bas. Et si je vous le dis, c'est parce qu'en fin d'exposé, je vous parlerai des formations que nous avons pu, au départ de Lausanne, mettre en place à Liège pour justement monter un petit peu en compétence aussi la région au niveau de la compréhension du fonctionnement adolescent. Alors, l'adolescence, comme le disait l'introduction, alors attendez parce que, hop, voilà. Comme le disait l'introduction, l'adolescence, c'est une période cruciale et unique dans le développement humain, parce que c'est là que se passe toute une série de changements et de remaniements, dont le plus fondamental est bien entendu le bouleversement physique de la puberté, mais aussi tous les bouleversements qui en découlent, y compris celui du cerveau, parce que ça va bouleverser justement considérablement les comportements, les raisonnements, les relations et le devenir du futur adulte et construire du coup ses fondations pour plus tard. Et au-delà de simplement parler du cerveau de l'adolescent, il me semblait important de planter le décor et de rappeler ce qu'est l'adolescence, de rendre un peu sa définition à l'adolescence, d'expliquer les grands axes biopsychosociaux par lesquels l'adolescent va pouvoir passer les caps et les étapes pour pouvoir se construire petit à petit, évidemment en mettant l'emphase sur le cerveau. Parce que cette compréhension des dimensions biopsychosociales, je pense qu'elle est essentielle pour nous adultes, mais aussi pour tous les soignants, tous les enseignants, tous les adultes qui encadrent les adolescents, mais aussi parfois pour les parents, pour accompagner ces jeunes au mieux, pour comprendre comment ils réagissent, comment ils sont faits, pour comprendre certaines incohérences et certaines périodes de crise ou de cap qu'ils doivent passer. Et ceci pour pouvoir les aider à poser les jalons d'un futur solide. Alors, l'adolescence, on sait bien que l'adolescence, elle démarre au moment du démarrage pubertaire, en fait. La définition de l'adolescence, si on veut être réducteur, on parle d'âge. Hein. L'OMS parle d'âge, notamment en signifiant que l'adolescence, je me trompe de dia, je ne sais pas si on la voit, oui voilà. Donc l'adolescence va de l'âge de 10 à 19 ans, elle commence à partir de 10 ans, les premiers changements pubertaires, notamment chez la petite fille, parce que chez la petite fille ça démarre plutôt que chez le petit garçon. Et puis l'adolescence s'arrête à 19 ans. La période grands ados, jeunes adultes est définie comme étant la période allant de 15 à 24 ans, et puis si on regroupe tout ça, on a la jeunesse de 10 à 24 ans. Donc vous voyez que ça couvre 14 ans. Si on prend une moyenne d'âge de 85 ans, on est à peu près un sixième de la vie. C'est pas rien comme période. Et elle dure longtemps. Et finalement, elle fait couler beaucoup d'encre depuis quelques décennies. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Puis comme je le mettais juste avant, c'est vrai que c'est un peu réducteur de parler d'adolescence simplement en parlant d'une tranche d'âge, en fait, parce qu'il y a tellement de processus et tellement de changements qui se passent pendant ce temps-là qu'en fait, on sait quand elle commence et c'est très très peu clair quand elle se termine. Alors, on peut parler aussi de la définition de l'adolescence en fonction des normes sociétales et culturelles de par le monde, en fonction des différentes civilisations et cultures. L'adolescent ne va pas être considéré de la même façon. Chez nous, c'est vrai qu'entre la puberté et puis le moment où on devient un adulte autonome, indépendant financièrement, psychiquement, stable, avec et une famille à soi, il y a de très longues années qui peuvent se passer. Dans d'autres civilisations, ça se passe beaucoup plus rapidement ou assez vite. Après la puberté, finalement, on entre dans cette phase adulte. Et puis, la législation ne considère pas les adolescents de la même façon. Un bête exemple, nous sommes majeurs en Belgique à 18 ans, ils sont majeurs aux États-Unis à 21 ans.
Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs définitions qui permettent un petit peu de cadrer cette période de l'adolescence, mais en même temps, comme je le disais, on peut assez facilement définir à partir de quand elle démarre, mais par contre, pour définir quand on devient un adulte stable, indépendant psychiquement et financièrement et socialement, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez ici un tableau et je vous invite en fait à faire le petit exercice et d'imaginer, donc vous avez une ligne du temps, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ans, puis ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse libre. Imaginez que vous avez une petite gommette verte et que je vous demande d'aller la placer sur la ligne du temps au moment où vous pensez avoir démarré votre adolescence. Donc là, je pense que c'est assez facile. Et c'est vrai que là, j'ai repris par exemple les résultats de la dernière formation qu'on avait donnée. Tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est plus ou moins entre 10 et 15 ans qu'on entre dans l'adolescence. Imaginez maintenant que vous avez une petite gommette rose et je vous demande d'aller la placer sur la ligne du temps au moment où vous avez le sentiment d'être devenu adulte, réellement. Et là, j'en vois sourire. Et effectivement, voilà ce que ça donne. Et donc là, effectivement, on est un peu moins d'accord sur le moment où on est autonome, où on est indépendant et où on se sent adulte. Et c'est souvent au détour d'un événement de vie, le moment où on a un enfant, où on commence à travailler, où parfois même nos parents deviennent malades et les rôles s'inversent, où on a le sentiment de devenir vraiment adulte. Alors il y en a parfois qui mettent plus de temps que d'autres, bon, ça c'est très individuel. Alors pourquoi cette adolescence en fait est si difficile à finalement bien cadrer et à bien délimiter? Mais parce qu'elle s'allonge en fait au fur et à mesure du temps. Et pour revoir ça, je me suis permise de refaire un petit tour en arrière au cours de l'histoire. Et vous voyez ici donc une ligne du temps qui reprend depuis 20 000 ans derrière, là au temps des chasseurs-cueilleurs. Et puis vous avez, je vais utiliser mon petit pointeur, ce sera plus facile. Et puis vous avez, il y a 2000 ans, au moment de l'avènement de l'agriculture, la révolution industrielle il y a 200 ans. Et puis le milieu du XXe siècle avec l'industrialisation. Non, ça c'était plutôt dans le milieu du 19e. Et puis à partir du milieu du 20e siècle, il y a 50 ans et aujourd'hui, pardon. Et puis vous allez voir en fait un graphe qui va vous montrer en vert le moment du développement physique, la maturation physiologique, qui assez facilement peut être datée par l'âge des premières règles en fait chez les filles, puisque on sait que c'est finalement un des seuls caractères qui peut être vraiment daté avec précision, le moment où on attrape les premiers bourgeons mammaires, les premiers poils, c'est parfois plus flou. Et puis vous allez voir aussi que nous avons mis en parallèle le moment de la maturation physiologique avec le moment de la transition psychosociale, c'est-à-dire le moment où l'individu était considéré comme adulte. Et si on regarde tout au début de l'histoire, on voit que dès qu'un adolescent avait fait sa puberté, il était considéré comme adulte. Voilà, il devait se reproduire. Il était nubile, il pouvait se reproduire, il fondait sa famille, il allait chasser ou élever. Et tout ça a été relativement parallèle jusqu'au milieu du 19e siècle, au moment de l'industrialisation. À ce moment-là, ce qu'on sait, ce que les études montrent, donc ce qu'on remarque ici, excusez-moi un petit pas en arrière, c'est que l'âge de la ménarche a reculé avec le temps. Donc, au départ, les jeunes filles étaient réglées en moyenne aux alentours de 10-11 ans. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que l'âge de la ménarche, ce que j'appelle la ménarche, c'est les premières règles, c'est le terme employé, a reculé pour se retrouver aux alentours de 16-17 ans au milieu du 19e siècle. Et puis, ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, au moment de l'industrialisation, avec l'amélioration des conditions de vie, de la nutrition, de la qualité de vie, du lifestyle, en fait, eh bien, l'âge de la ménarche a reculé. Voilà. Et ici, vous avez un graphe qui vous montre dans quelques pays qu'on passe en moyenne entre 15 et 17 ans à, depuis les années 60, un âge moyen des premières règles qui reste aux alentours de 13 ans et demi en moyenne, avec toutes les variations individuelles, mais la médiane vraiment se trouve là-bas. Et ceci est illustré donc sur ce graphe où vous voyez l'âge de la ménarche qui s'abaisse à nouveau et qui va se stabiliser. Par contre, le moment de la transition psychosociale, lui, n'a fait que reculer avec le temps à partir de là.
Et donc, en gros, on a un grand décalage. L'adolescence s'allonge avec le temps entre le moment où nous sommes formés sur le plan pubertaire, où nous sommes capables de nous reproduire, nous avons fait notre pic de croissance. La puberté, ça dure en moyenne 2 ans. Les poils, le pic de croissance, le gain de poids, les premiers bourgeons mammaires, les règles, chez les garçons, les organes génitaux, la musculature, tout ça, ça prend en moyenne 2 ans pour bien démarrer. Puis alors après, évidemment, le corps n'est pas fini, il continue d'évoluer. Mais ce qu'on sait, c'est que ces grands gaps-là, entre le moment où la puberté est terminée, en tout cas est bien engagée, et le moment où on va devenir adulte, eh bien, c'est une immense salle d'attente dans laquelle les adolescents sont parqués et pendant laquelle il va se passer beaucoup de choses, notamment au niveau de la maturation cérébrale, et on le verra juste après. Je parle d'une grande salle d'attente parce que pendant ce temps-là, les ados, ils vont à l'école, ils doivent apprendre, ils ont des activités extrascolaires, ils doivent apprendre à s'autonomiser petit à petit, ils doivent apprendre petit à petit aussi à prendre leurs propres décisions, à aiguiser leur discernement et à pouvoir adapter leurs réactions à leur environnement, et tout ça demande beaucoup de temps. Pendant ce temps, ils doivent traverser différentes étapes développementales, telles que, en début d'adolescence, avec la puberté, vraiment, la question cruciale, c'est suis-je normal? Suis-je comme les autres? Moi, ce corps, il m'échappe, là, il se transforme, et puis, comment est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je suis comme les autres? Est-ce que c'est normal? Ensuite, c'est plutôt la quête identitaire. Qui suis-je? À quel groupe vais-je m'identifier? Comment vais-je me définir, en fait? Ça, ce sont vraiment les questions sur l'identité, avec, vous le verrez plus tard, cette période qui est vraiment extrêmement centrée sur soi. Et puis enfin, le sens de la vie, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis formée, que je me suis relativement définie? Que vais-je faire de moi? Comment vais-je m'inscrire dans la société? Que vais-je faire comme projet? Donc c'est plutôt vraiment ces grandes étapes-là par lesquelles l'adolescent passe. Et pour y parvenir, en fait, 3 grands communs dénominateurs. L'exploration, je ne sais pas si vous voyez clairement, mais l'exploration, donc il n'y a pas de développement sans comportement exploratoire, c'est tout à fait normal. La socialisation, sur laquelle je reviendrai plus tard, qui est indispensable au façonnement cérébral. Et puis l'autonomisation, c'est-à-dire lâcher petit à petit l'ado et le laisser faire par lui-même et se prendre des murs s'il faut, tout en balisant évidemment le cadre. J'insiste sur la socialisation, je le répéterai plus tard, ça n'est pas une option, c'est une obligation pour le développement cérébral. Alors, comme je l'ai dit au début de l'exposé, donc pour parcourir toutes ces étapes développementales, eh bien l'adolescent va se développer à 3 niveaux, vraiment parallèlement, le niveau biologique, psychique et social. Donc c'est ce que j'appelle vraiment le développement biopsychosocial, et c'est la grille de lecture que j'aimerais pouvoir vraiment déposer ce soir et avec laquelle j'aimerais que vous puissiez repartir. Alors on va parler bien évidemment en premier lieu du développement biologique. Et le développement biologique, on va faire un bref rappel sur la puberté parce que ça a son importance pour comprendre la suite. Les modifications du sommeil, pour que vous puissiez aussi comprendre pourquoi certains ados sont si fatigués la journée. La constitution des os et enfin le cerveau sur lequel on s'arrêtera plus longuement puisque c'est le propos de la soirée. L'adolescence débute, comme je l'ai dit, par la puberté. Le timing de la puberté est, lui, par contre, extrêmement variable. On passe tous par là, mais pas tous au même moment. Pour preuve, ici, vous avez le timing de la puberté chez la fille. En dessous de 8 ans, c'est considéré comme précoce. Entre 8 et 9, on parle d'une puberté avancée. Et puis alors, le début de la puberté, il peut commencer généralement là-bas. Et puis, chez les garçons, on est un petit peu après. Généralement, la puberté du garçon commence plutôt vers 10-11 ans, parfois un petit peu plus tard. Généralement, en moyenne, on est aux alentours de 13-14 ans. Au-delà de ça, on parle d'une puberté retardée. Et durant cette période, eh bien, il va déjà y avoir 2 bases de gros changements. Le garçon va prendre en moyenne 40 kilos. La fille peut prendre 5 kilos par an. Et puis, ce que vous savez tous, c'est ce fameux pic de croissance où les filles prennent en moyenne 28 cm et les garçons parfois au-delà de 40. Donc ça peut vraiment être un énorme bouleversement physiologique à ce moment-là.
Mais ce qu'on oublie souvent de dire aussi, c'est que la composition corporelle change. Et ça, malheureusement, les petites filles ne sont pas souvent au courant parce que c'est elles qui en paient souvent les frais. Vous voyez ici dans ce graphe, donc l'âge et puis la masse musculaire, on parle de masse maigre. Eh bien, au début de la vie, jusqu'à la puberté, garçons et filles sont relativement égaux. Et puis alors, la masse maigre, les garçons vont en gagner davantage que les filles. Par contre, la masse grasse, les petites filles passent de 5-6% à 15-20% de masse grasse au moment de la puberté et c'est normal. Et le problème, c'est qu'elles ne sont pas souvent prévenues. Et donc, ces petites filles s'arrondissent et c'est normal parce que le tissu graisseux produit des hormones qui sont aussi essentielles pour pouvoir déclencher tous les processus de la puberté. Elles s'arrondissent au moment de la puberté. Elles ne savent pas, parce qu'on ne les prévient pas, que probablement elles vont stabiliser ce poids et à travers les années vont finalement regagner la courbe de départ. Et généralement, elles vivent très très mal ce gain de poids à la puberté, ce qui peut entraîner des manœuvres de contrôle pondéral qui sont de plus en plus fréquentes et qui peuvent déboucher sur des troubles alimentaires. Alors je parlais de ce timing pubertaire en disant que voilà, il y a une très grande variabilité. Tout le monde se développe, mais pas au même moment. Et je vous donne juste une petite illustration. C'est cette photo de 4 adolescents qui sont en tout début de 2e secondaire et qui ont plus ou moins le même âge. Et donc, vous voyez qu'on ne va pas s'adresser à la première comme au dernier. Et pourtant, voilà, ils ont un cerveau qui est plus ou moins au même stade de développement. Et ils ont le même âge. Donc c'est parfois très difficile pour ces adolescents de pouvoir s'y retrouver par rapport à leur père quand les moments du développement sont aussi variables. Et le moment de la puberté a un impact sur l'humeur et sur le comportement de l'adolescent. Je m'explique. Donc vous avez ici une ligne du temps, donc les pubertés précoces et les pubertés plus tardives, enfin les pubertés qui démarrent plus tôt, on va dire, et les pubertés qui arrivent plus tard. Eh bien, ça a un impact en ce sens que si vous regardez les jeunes qui sont développés plus tôt, on remarque chez les filles et chez les garçons des conséquences. Déjà, chez les filles, il y a plus de problèmes de santé mentale. Ça, c'est une association statistique significative. Le lien causal, je ne m'aventure pas dedans, mais en tout cas, c'est montrer que la puberté qui survient plus tôt a tendance à engendrer des problèmes de santé mentale. Il y a plus de perturbations de l'image corporelle pour les raisons que je vous expliquais juste avant aussi. Et donc, il y a un risque de manœuvre de contrôle pondéral et d'arriver à se restreindre ou pratiquer plus de sport ou entrer dans des conduites qui peuvent compromettre la santé. Les jeunes filles qui sont développées plus précocement ont tendance à s'engager dans des conduites sexuelles précoces et à risque, c'est-à-dire avec partenaires multiples. On considère actuellement en tout cas au niveau de la médecine de l'adolescent, nous considérons qu'un rapport sexuel avant 15 ans est quand même relativement à risque. Voilà. Et qu'en plus, s'il est à partenaires multiples, d'autant plus. Et puis, s'il y a plus de comportements exploratoires, et c'est normal, c'est expliqué ici en bas, puisque quand vous êtes développé plus tôt, vous avez tendance à vous associer, à fréquenter des jeunes qui vous ressemblent, et qui donc sont déjà développés comme vous, et qui donc parfois sont plus âgés. Et donc, naturellement, ça engage les adolescents dans des comportements pour lesquels ils ne sont pas forcément prêts. Chez les garçons, généralement, eux, au niveau de leur développement physique, ils ne le vivent pas trop mal. Donc, il n'y a pas de perturbation de l'image corporelle, on est formé bien avant. Donc, ça passe beaucoup mieux chez les garçons que l'inverse. Par contre, il y a aussi une association statistique avec des problèmes de santé mentale. Il y a aussi des conduites sexuelles précoces et des comportements exploratoires, dont chez les garçons, par contre, une plus grande proportion de délinquance aussi. Quand on regarde maintenant la puberté plus tardive, bien chez les filles, il y a finalement peu de différence. Les filles vivent pas trop mal en général le moment de la puberté quand elle survient plus tard. Elles restent finalement dans des corps plus fins, il n'y a pas cette augmentation de masse grasse. Et malheureusement, il y a moins de conséquences, bien que, bien sûr, et de façon tout à fait logique, il y a une proportion plus faible de rapports sexuels à ce moment-là.
Puis chez les garçons, eux, par contre, ils ont une perturbation de l'image corporelle. J'ai quand même très souvent à la consultation des adolescents de 15-16 ans qui ressemblent toujours à des jeunes garçons de fin de primaire parce qu'ils n'ont pas encore commencé leur développement et qui vivent ça vraiment très très mal. Et puis, on a une association statistique aussi avec des problèmes de santé mentale. Rapporte aussi beaucoup de comportements infantilisants à leur égard. Comme vous vous souvenez, la photo des 4 adolescents, le petit jeune qui est là, il a 14 ans, mais il a l'air franchement beaucoup plus jeune et on va probablement s'adresser à lui ou lui mettre des limites et un cadre qui correspondent à un enfant plus jeune. Et puis on sait que les adolescents qui se développent plus tard aussi ont tendance à fréquenter des jeunes qui leur ressemblent à nouveau et donc qui parfois sont plus jeunes qu'eux. Voilà pour la puberté et je tenais simplement à planter le décor parce que je pense que c'est important de comprendre ça aussi quand on parle d'adolescence et que le moment où on se développe, ça a un impact important sur la manière dont on va se vivre à l'adolescence. Un bref petit mot maintenant sur la réorganisation du sommeil. Parce qu'en fait, les adolescents ne dorment pas bien. Voilà. On a quand même tous cette image d'adolescents un petit peu fatigués en journée, qui s'endorment facilement. Et en fait, ça a une explication physiologique. On sait que, alors c'est un graphe peut-être un petit peu illisible de loin, mais on sait que sur un temps total de sommeil, d'abord le temps total de sommeil à l'adolescence, il rétrécit, il passe de 9 à 7 heures, alors que malheureusement on en a plus besoin encore à cette période-là. Mais sur le temps total de sommeil, le temps total de sommeil profond, de sommeil lent, qui est le sommeil réparateur, est raccourci. Donc en fait, les adolescents dorment beaucoup plus en surface avec des sommeils agités et ont tendance à moins dormir au cours de la nuit en sommeil lent profond. Ce qui augmente la somnolence diurne, CQFD, et puis des réveils spontanés plus tardifs. Puis alors, on a ce problème aussi de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui est produite en fin de journée par le cerveau, par une petite glande qu'on appelle l'épiphyse, et qui induit le sommeil dans le courant de la soirée. Eh bien, la mélatonine à l'adolescence, elle est produite avec retard. Donc, naturellement, les adolescents ont tendance toujours à s'endormir plus tard. Et il n'est pas rare qu'on doive d'ailleurs leur donner un traitement par mélatonine pour essayer de réguler le sommeil, pour les aider à s'endormir à heure normale. Il y a même une expérience très chouette qui a été faite en Suisse. Enfin, très chouette. On part d'adolescents qui s'endorment à 7 heures du matin et se réveillent à 15 heures. Donc, elle n'est pas chouette au départ. Mais ce qu'on sait avec ces ados, c'est que vouloir les faire aller dormir plus tôt est inutile. Un adolescent, si vous lui mettez ni heure, ni lumière du jour, il va se mettre sur 25 heures, en fait. Il va s'endormir tous les jours un petit peu plus tard. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on les décale dans l'autre sens. Tu vas dormir à 8, tu te réveilles à 16. Tu vas dormir à 9, tu te réveilles à 17. Et hop, et on arrive à les recaler comme ça, quand c'est vraiment impossible de le faire par le traitement médicamenteux par mélatonine. Donc vous voyez que le sommeil est perturbé et ça a un impact aussi parce que moins on dort, plus on allume certaines zones du cerveau parce qu'elles sont moins inhibées. Je parlerai du circuit de récompense tout à l'heure, mais on sait que ce circuit de récompense, quand le sommeil est insuffisant, il s'allume. Et donc, ça peut engendrer justement des comportements plus à risque. Un tout petit mot sur l'os. On a parlé de croissance avec ce nombre de centimètres qui est pris au moment de l'adolescence. Forcément, les os grandissent. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'à l'adolescence, nous constituons 40% de notre densité osseuse. Et si nous ne le faisons pas pendant l'adolescence, comme le montre ce graphe, donc ici vous avez, j'essaie de parler un peu à tout le monde, vous avez ici un adolescent il est mis inadequate lifestyle factors, mais ça peut être simplement un problème de nutrition, ça peut être simplement un problème de maladie chronique, ou pour une raison ou une autre, cet adolescent va pas constituer ses os correctement, mais au niveau de l'adolescence, il ne va jamais rattraper. Et donc, on a des ostéopénies, on appelle ça. Donc, il y a l'ostéoporose, qui est vraiment une porosité de l'os. Mais on a ce qu'on a souvent en cas de dénutrition, par exemple, chez les adolescents qui souffrent de troubles alimentaires. C'est une pénie, donc c'est un manque. Et ces adolescents vont avoir un risque fracturaire 3 fois plus élevé que les autres tout au long de la vie. Voilà. Donc ça, c'était quelques petits mots au sujet du développement biologique. Arrivons maintenant au cœur du sujet, le cerveau. Alors, comme je m'adresse à la fois à des personnes averties
sur le plan neurologique et à la fois à des personnes qui peut-être le sont moins, je me permets de passer d'abord par un petit rappel anatomique pour réexpliquer un petit peu comment se constitue le cerveau, parce que voilà, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et puis, on va voir comment les modifications structurelles du cerveau vont engendrer des modifications fonctionnelles. On va parler de ce déséquilibre pulsion-inhibition. J'ai mis équilibre là, mais en fait, il s'agit d'un déséquilibre, clairement, entre les réactions premières, les pulsions et l'inhibition. On va parler du circuit de la récompense, qui a un très très grand rôle au niveau des comportements d'adolescents, et puis du cerveau social. Et on essaiera de mettre tout ça ensemble après pour expliquer un petit peu les grandes phases du développement cérébral, du développement adolescentaire, pardon. Alors, voilà un cerveau. Donc, si vous prenez le cerveau ici et que vous le coupez de manière transversale, comme un rôti, voilà à quoi il va ressembler. Donc, il est composé de deux couleurs, une couleur plus foncée, une couleur plus claire, la substance grise et la substance blanche. La substance grise, comme vous le voyez, elle entoure tout le cerveau, c'est ce qu'on appelle le cortex cérébral, et puis il s'en trouve aussi au niveau du centre du cerveau, c'est ce qu'on appelle les noyaux gris centraux, thalamus, hypothalamus, enfin je vous passe tous les détails, mais ce sont les noyaux gris qui ont un rôle extrêmement important dans le fonctionnement du cerveau. Puis la substance blanche, elle, eh bien c'est un petit peu le tissu de soutien de tout ça. Alors, le cerveau est composé de cellules nerveuses que l'on appelle les neurones, qui sont des cellules en forme de petites étoiles, comme ça. Donc, vous avez le corps neuronal, et puis les petits bras de l'étoile, dont un bras est plus long, on va l'appeler l'axone, parce que lui va plus loin, et chaque petit bras d'étoile est ramifié pour aller se connecter sur ses petites voisines. Et puis, le grand bras qu'on appelle l'axone, il permet aux neurones d'aller donner les informations beaucoup plus loin par le centre du cerveau, et puis la moelle épinière, et puis jusqu'en périphérie. En gros, voilà comment ça marche. Et vous voyez ici, au niveau sur cette figure, tous les petits influx qui passent de cellule en cellule, toutes les ramifications. Et en fait, c'est un réseau extrêmement complexe. Et quand on regarde en imagerie, parce qu'on a la chance d'avoir des imageries très performantes, un petit peu l'organisation neuronale, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière, mais en gros, les corps neuronaux ont tendance à se rassembler tous au même endroit. Ce n'est pas une tendance, c'est même un fait. Se rassemblent tous au même endroit et c'est ce qui donne cette couleur grise à la matière grise. Donc, la substance grise, ce sont les corps neuronaux. Et puis, vous avez les axones qui partent dans la substance blanche, qui est la substance de soutien. C'est important à savoir parce que c'est précisément au niveau de ce cortex et de l'endroit où se trouvent tous les corps neuronaux que vont se passer les plus gros remaniements cérébraux chez l'adolescent. Je le disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir maintenant des imageries extrêmement performantes qui nous ont permis de comprendre en fait comment fonctionne et comment se remanie le cerveau de l'adolescent. Parce que longtemps, donc on a d'une part la résonance magnétique fonctionnelle, structurelle, excusez-moi, donc qui permet juste d'aller voir comment c'est, et puis fonctionnelle, et ça c'est vraiment des techniques extrêmement importantes parce qu'elles permettent de voir quelle zone s'allume quand on fait telle ou telle tâche et d'expliquer vraiment comment le cerveau réagit. Longtemps, on a pensé qu'en fait, l'essentiel du développement cérébral se passait durant l'enfance. Et effectivement, durant l'enfance, se passe énormément de choses. J'ai envie de dire, le petit humain est l'individu le plus immature de tout le règne animal au moment de la naissance. Un petit ourson, par exemple. Un petit ourson qui naît. Après quelques minutes, il va assez rapidement trouver la mamelle de sa maman tout seul. Il va aussi assez rapidement pouvoir se tenir sur ses pattes. Il va pouvoir pourvoir à ses propres besoins très vite. Maintenant, il va rester avec sa maman un an et demi, le temps d'apprendre à se défendre, à trouver le poisson, à pouvoir savoir où aller habiter, comment faire son petit nid. Et puis, quand il sera lui-même pubère, vers l'âge d'1 an et demi chez les oursons, et qu'il saura grimper aux arbres, parce que ça, c'est apparemment le gage pour une mère de se dire il peut se mettre en sécurité. Elle va lui dire maintenant, tu vis ta vie, tu fais ta propre famille. Le petit humain, lui, ça prend beaucoup plus de temps. Quand il naît, il est dépendant de son parent, de sa maman et de son papa pour tout. Pour boire,
pour se laver, c'est pour subvenir à ses besoins, pour tenir sa température, pour tout. Et ça va prendre longtemps avant qu'il commence à se mettre sur ses deux pattes, en moyenne 1 an. Et puis encore après ça, il va devoir apprendre et gagner en acquis, et gagner en expérience et en autonomie. Eh bien, cela s'illustre ici quand vous voyez à la naissance une coupe de cerveau. Finalement, il y a des neurones, il y en a beaucoup, mais il y a quand même une augmentation importante pendant l'enfance du nombre de neurones, justement en raison de cet apprentissage. Mais par contre, ce qu'on a découvert après, c'est qu'à l'adolescence, se passe quelque chose d'autre. Il y a moins de neurones. Donc en fait, ce que vous voyez, il y a moins de taches noires. Vous reconnaissez les neurones, hein, les petites étoiles. Donc il y en a moins. Et en fait, effectivement, l'adolescent perd des neurones. Et c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Ce qui se passe en réalité, c'est ceci. Nous perdons 40% de nos neurones, c'est ce qu'on appelle l'élagage neuronal, le synaptic pruning, sur le principe qu'en fait, ce qu'on n'utilise pas, on l'élimine. Mais par contre, on va augmenter fortement la qualité des connexions neuronales entre elles pour les centres que nous utilisons. Et donc, l'environnement, les stimulations, les interactions sociales, le vécu et l'expérience de l'individu vont influencer le façonnement cérébral de manière permanente. Alors, comme je le disais, ça fonctionne sur le mode du « use it or lose it », on l'utilise ou on le perd. Et donc, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est qu'à l'adolescence, en fonction du vécu et des expériences, on va sélectionner nos neurones et renforcer les connexions. Et alors ça me fait toujours penser à mon amie Anne-Emmanuelle Ambresin, qui est la chef du service ado à Lausanne, justement, et qui disait, quand je rentrais chez moi, que je voyais elle a 2 gamins, là, comme ça, à un moment donné, ils avaient 13-14 ans, elle les voyait dans le salon, dans le divan. Et puis elle dit, j'avais l'impression de voir les neurones pendre. Elle dit, allez, il faut connecter les câblages, il faut stimuler, il faut... Et en fait, elle a raison, il y a vraiment ce moment-là où il y a du travail. Et c'est par les expériences, par l'apprentissage et le fait qu'on puisse faire des activités, qu'on puisse côtoyer, qu'on puisse aiguiser notre cerveau social aussi, on en parlera juste après, qu'on va façonner son cerveau. Voilà. Après, il y a aussi des activités qui peuvent avoir un impact sur le cerveau. On le verra plus tard. Des activités qui peuvent avoir un impact plus péjoratif, comme vous l'aurez compris, puisque on sait par exemple que chez les adolescents qui sont soumis à des consommations d'alcool plus fréquentes ou qui ont des ivresses répétées, eh bien, ils perdent jusqu'à 20% de neurones en plus, et il peut y avoir une dégradation de 10% de la substance blanche. Donc, c'est quand même pas sans conséquence au niveau du développement cérébral que de s'imprégner d'alcool de manière répétée à ce moment-là. Et puis, j'ai mis l'écran et le cannabis parce que ça aura un impact, je le dirai plus tard, sur justement le circuit de récompense et la recherche de dopamine. Donc tout ça, ce sont des modifications structurelles, vraiment. Donc je vous ai parlé du cortex, c'est là que se trouvent les neurones. Et en fait, ce cortex, il va s'amincir au cours de l'adolescence. Et c'est la substance blanche, toutes les connexions qui vont se renforcer. Et grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle, on a pu étudier comment ça se passe dans le cerveau d'un adolescent. Si vous regardez les zones qui sont les plus matures, je me trompe de petits points. Voilà, les zones les plus matures sont les zones en bleu-mauve, d'accord ? Parce que ce sont les zones où le cortex est le plus fin, en fait, tout simplement. Eh bien, en fait, ce qu'on remarque, c'est que le cerveau, il se développe, là vous avez 5 ans, 20 ans, de l'arrière vers l'avant. C'est comme ça qu'un cerveau d'adolescent se développe. Il va maturer de l'arrière vers l'avant. Et ça a été très important à comprendre parce que ça nous a permis d'expliquer le décalage dans la maturation de certaines zones cérébrales essentielles dans le comportement de l'adolescent, en particulier le système limbique et le cortex préfrontal. Le système limbique, c'est là qu'il est au centre du cerveau, comme vous le voyez là en rouge, et c'est là que se trouve le circuit de récompense. Donc c'est le centre des émotions, de la motivation, de l'exploration, du plaisir en fait, des apprentissages par le plaisir et de la mémoire en lien avec ces émotions-là. Donc on est dans un système limbique qui est déjà bien développé
Par contre, le cortex préfrontal, lui, il va se développer bien plus tard. Et lui, il est le centre de l'inhibition, en fait, des freins, des filtres, de l'autocontrôle, de l'anticipation, de la planification, du discernement. Donc tout ce qui permet à l'humain de ne pas être toujours dans l'agir, mais de pouvoir un petit peu pondérer aussi les actes qu'il pose et de pouvoir anticiper. Donc on a ce moment de décalage important entre l'augmentation du vécu émotionnel, qui sont parfois très violentes à l'adolescence, même souvent, et puis du contrôle des pulsions qui lui arrive par après. Donc on est un peu dans la tempête. Et ceci, finalement, peut expliquer cet apprentissage associatif. Je fais ça, je ressens du plaisir, et je vais le reproduire. Voilà, en fait. Ça peut induire aussi, ça peut affecter la prise de décision. On n'est pas toujours à l'adolescence à même de réfléchir immédiatement aux conséquences et anticiper. On a une idée, on y va, et puis à la recherche de ce plaisir, de cette production de dopamine. Et puis, tout simplement, comme je le mets, parce que ça stimule le circuit de récompense. Et puis, on induit des émotions positives toujours via un plaisir immédiat. Même si ce plaisir retombe après, on va aller en rechercher. Voilà, donc on a vraiment ce décalage qui peut expliquer parfois certaines réactions et certains comportements qui sont, comme je l'ai dit, l'exploration est normale. L'exploration qui évolue vers un comportement à risque, elle est plus embêtante. Le décalage entre la réaction immédiate et l'inhibition, elle peut se montrer non seulement sur le plan du comportement et des émotions, mais aussi sur le plan cognitif. Par exemple, le fait de porter une attention et de rester focalisé sur une tâche est possible, mais si on vous met des interférences et d'autres choses sur le côté, c'est beaucoup moins facile à l'adolescence d'inhiber, justement, de mettre des freins à ces parasites. Deux expériences. La première, ici, vous voyez un tableau avec des mots de couleurs, en couleurs qui ne représentent pas la couleur du mot. D'accord ? Et on demande aux adolescents de lire ces lignes et on leur dit avant chaque mot, couleur, mot, couleur, voilà. Et ça, c'est par exemple quelque chose de très difficile pour eux, c'est d'aller inhiber la couleur qu'ils voient pour parler du mot, ou l'inverse. Une autre expérience, c'est le test des stimuli, à nouveau avec une couleur. Ça a été assez intéressant aussi. Donc, ils ont placé des adolescents par rapport à un groupe contrôle d'enfants et d'adultes dans cette étude-là, face à un stimulus lumineux qui change de couleur. Voilà. Et alors, l'adolescent doit dire vert, bleu, rouge, voilà. Et doit rester concentré sur. Dans l'enfance et à l'âge adulte, vous me croirez ou pas, le fait d'induire des stimuli lumineux sur le côté n'a pas du tout eu d'impact sur les réponses. Mais par contre, à l'adolescence, alors qu'on leur demandait de bien regarder le point central, le fait d'avoir des points lumineux autres qui apparaissaient sur les côtés était vraiment facteur de distraction importante. Et donc on voit à ce moment-là à quel point l'inhibition et le frein des réactions spontanées fait défaut. Maintenant, je voudrais vous parler un tout petit peu du circuit de la récompense parce qu'il joue un rôle majeur, en fait, dans le développement et les comportements de l'adolescent. Ce circuit de récompense, il est situé dans le système limbique qui apparaît à nouveau en rouge dans mon petit cerveau, là au-dessus. Il est là-bas. Et en fait, ce circuit de récompense, il envoie non-stop des informations au cortex préfrontal qui, lui, en principe, en rouge, l'inhibe. Voilà. Donc, on peut aller chercher de la récompense et du plaisir, bien sûr, mais dans une certaine mesure et avec quand même une notion d'autoprotection et des règles, des autorègles, j'ai envie de dire. À l'adolescence, vous avez compris que ça fait un peu défaut, ce système inhibiteur. Alors, comment ça se passe au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du message, du passage de message ? Eh bien, on a ici une fente synaptique. Ce qu'on appelle une fente synaptique, c'est entre deux petites excroissances, entre deux branches d'étoiles de mon neurone. En fait, les informations vont passer de l'une à l'autre par des petites molécules qui circulent entre elles, d'accord, dans la fente synaptique. Ce qu'on appelle la fente synaptique, c'est ceci. Et donc, le neurone, là, va libérer des petits neurotransmetteurs qui vont aller se fixer comme des petites clés sur des serrures sur les récepteurs du neurone d'en face pour faire passer l'information. Voilà ce qu'est un neurotransmetteur. Dans
dans le circuit de récompense, il y a la dopamine, qui est un neurotransmetteur super excitateur du circuit de récompense. Puis on a aussi le glutamate qui excite et le GABA qui inhibe. Voilà, comme ça vous savez. Et ceci simplement, c'est un petit peu peut-être plus abstrait, mais ça a son importance parce que ce qu'on sait, c'est qu'à l'adolescence, vous voyez ici aux alentours de 15 ans, il y a un pic d'activité d'un des noyaux du circuit de récompense qu'on appelle le noyau accumbens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pic d'activité, ça veut dire qu'il va faire plus de récepteurs à la dopamine. Il ouvre des serrures. Il lui faut de la dopamine sur ces petites serrures. Il y a un pic, vraiment. Et parallèlement à ça, il y a physiologiquement dans le cerveau une diminution de la production endogène de dopamine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plein de petites serrures et pas assez de clés. Donc les ados, ils sortent et ils vont chercher de la dopamine. Ce qui peut expliquer, voilà, ce qui explique parfois certains comportements de recherche de plaisir immédiat. Ceci couplé à l'effet des hormones sexuelles qui viennent encore plus stimuler le système limbique. Et puis, je vous ai parlé du glutamate qui est, qui est excitatoire et qui est surstimulé par rapport au système GABA qui est inhibiteur et qui est sous-stimulé, pour ne pas, évidemment, aider tout ça. On est finalement dans une période de très grande vulnérabilité aux risques et aux addictions. Voilà, tout simplement. Plus je suis en contact avec de la dopamine, c'est l'exemple tout à l'heure de l'écran, parce qu'il faut savoir que le scrolling, ça fera l'objet d'une conférence plus tard, mais le fait de scroller et d'être sur les écrans, déjà rien que ça sur les réseaux sociaux, mais aussi les jeux vidéo, c'est un excellent pourvoyeur de dopamine. D'accord? Et donc, plus vous faites de la dopamine, plus vous allez faire des récepteurs à la dopamine, plus vous aurez besoin, du coup, de dopamine pour aller combler vos récepteurs. Et tout ça se conditionne à l'adolescence. Et donc, on a un petit cocktail de recherche de sensations, de nouveautés, mêlé à une impulsivité parce qu'on n'a pas les freins. Et donc, vous voyez un petit peu dans quoi je vous amène petit à petit. Ce sont ces comportements qui peuvent compromettre la santé et qui s'expliquent aussi d'un point de vue neurologique. Et donc, ça nous amène à ceci, notre petite souris. Notre petite souris, elle est sur un piège avec un petit morceau de fromage. Alors, un morceau de fromage pour une souris, c'est un grand plaisir, évidemment. Et elle se dit... je peux tout à fait y arriver. Alors ça, c'est la petite souris adolescente. J'aime assez bien de montrer ça parce que je ne sais pas si la souris adulte ou si vous oseriez aller comme ça, sur votre piège, chercher votre morceau de fromage pour un petit peu de plaisir, ou si vous direz, bon, quand même, c'est risqué. La souris ado, elle va y aller. Voilà. Et c'est là toute la nuance entre l'exploration et le comportement à risque, en fait. En parlant de comportement à risque, où est-ce qu'ils prennent le plus de risques, les adolescents? Ils prennent le plus de risques dans la pratique sportive, parfois, une pratique sportive imprudente. En fait, c'est une étude qui montre bien que c'est vraiment là que ça se passe le plus. Des conduites imprudentes en VTT, en scooter, en vélo en général, très souvent sans casque, en prenant des substances psychoactives, et puis par leur comportement sexuel ou des comportements de violence. Je parlais des émotions qui sont parfois extrêmement violentes à l'adolescence, voilà, comme la colère. La colère, c'est quelque chose qui parfois submerge certains adolescents et ils ne savent pas la réfréner. Il faut qu'elle sorte d'une manière ou d'une autre. Un bon moyen, quand on a l'occasion et le média sous la main, c'est d'aller taper dans le punching ball pour libérer ça, pour avoir un vecteur. Ça n'encourage pas la violence, ça la canalise. Mais parfois, des adolescents entrent dans des conduites violentes aussi parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ces émotions-là. Et puis alors en parallèle, les addictions, on a parlé des risques, on parle des addictions. Et je vous ai parlé de l'écran, évidemment, parce que c'est un magnifique pourvoyeur de dopamine, mais aussi, évidemment, les consommations de substances, l'alcool et le cannabis et autres. Alors, pour en parler un tout petit peu, l'alcool, je vous ai dit qu'on pouvait perdre 20% de neurones en plus et avoir une dégradation, ça a été montré dans une étude, de 10% de la substance blanche, donc du tissu de soutien. Mais ça a aussi de grands impacts au niveau des capacités mnésiques, de la mémorisation et de la fixation de l'information chez l'adolescent. Donc l'alcool, il faut savoir que 7 adolescents sur 10 en consomment, que 4 sur 10 ont déjà été ivres
et que 6 sur 100 le sont souvent. Voilà. Et ici, à côté, c'est l'étude sur ce que ça montre, en fait, les dégâts de l'alcool sur un cerveau en plein développement. Vous avez ici 2 cerveaux d'adolescents de 15 ans, un adolescent non-drinker, donc qui ne boit pas, et un qui est soumis régulièrement à l'imprégnation d'alcool. Ça ne veut pas dire spécialement qu'il est ivre, ça veut dire qu'il en boit régulièrement. Et on leur demande une tâche de mémorisation. Et on voit tout simplement ici, chez celui qui ne boit pas, les aires cérébrales qui s'allument et qui se mettent à fonctionner, à côté de celui qui boit, vraiment un défaut au niveau finalement du fonctionnement et des aires qui s'allument au moment de cette tâche de mémorisation. Donc c'est vraiment intéressant de le savoir. Voilà, donc ça c'est pour la recherche de risque et les addictions. Vous voyez un peu ce développement cérébral, ce qui peut conditionner comme moment de vulnérabilité chez l'adolescent. Et puis un petit mot quand même sur l'influence des pairs, parce qu'on est rarement tout seul avec soi-même quand on doit prendre des risques. Cet exercice-ci a été demandé à des adolescents dans un simulateur de conduite, comme vous pouvez le voir. Ils ont simplement la consigne d'arriver le plus vite possible au bout de la rue. Et sur la rue, il y a des carrefours, des feux rouges. Ils savent que s'ils s'arrêtent, ils perdent 3 secondes, si le feu est rouge et qu'ils s'arrêtent. S'ils ne s'arrêtent pas, soit ça passe, il n'y a pas de voiture, ils ne perdent pas de secondes. Mais s'il y a un crash, ils en perdent 6. Et on a demandé à différentes tranches d'âge d'effectuer cet exercice. Donc il faut prendre une décision à chaque carrefour, c'est je fonce, si je crache, je m'arrête, 6 secondes perdues, et puis on recommence, on doit arriver au bout. Et voilà ce que ça a donné. C'est que chez les jeunes adultes et les adultes plus âgés, il n'y a finalement pas tellement de différence entre le moment où ils sont seuls et le moment où il y a un père, enfin des pères à côté d'eux pour les encourager. Mais par contre, chez les adolescents, alors qu'ils sont finalement globalement assez prudents quand ils sont tout seuls, une fois qu'ils sont avec d'autres adolescents, eh bien, le risque augmente, la prise de risque augmente et le nombre de crashs aussi. Donc finalement, les adolescents sont beaucoup plus sensibles à l'influence des pairs, à la simple présence des pairs ou au fait simplement d'être encouragés dans leur prise de risque. C'est très difficile de résister à cette pression-là. Voilà. Alors, je souhaiterais maintenant aborder le cerveau social. Parce que ça aussi, c'est un des enjeux au niveau de la période adolescence. En fait, les adolescents et les adultes utilisent des processus mentaux qui sont différents et des stratégies cognitives qui sont différentes pour prendre des décisions et définir leurs attitudes sociales, en fait, tout simplement. En fait, pour faire simple, les adolescents sont beaucoup plus emportés par leurs propres émotions dans la relation avec les autres et dans la prise de décision que par ce qu'ils peuvent percevoir dans leur entourage. Ils ont moins la capacité d'évaluer l'émotion de l'autre et de se mettre à sa place, d'imaginer la perspective que lui peut avoir sur la situation. Donc c'est vraiment cette période autocentrée sur laquelle je reviendrai après, mais vraiment ils sont dans leur prisme à eux et c'est très compliqué de se mettre à la place de l'autre et c'est probablement dû aussi à l'immaturité du cortex préfrontal. Et en fait le cerveau social conditionne les interactions avec les autres, il permet de ressentir les émotions des autres, donc donne cette capacité aussi d'empathie, il induit la capacité d'adapter nos réactions aux émotions de l'autre et finalement à l'environnement. Il sous-tend le langage non verbal, très important aussi. Et puis, la réponse sociale, elle est souvent instinctive, il faut savoir, elle est assez immédiate. Pour preuve, cette photo, donc vous avez une photo ici d'un footballeur, ça c'est vraiment une très belle, c'est Sarah Jane Blackmore qui montre toujours cette photo dans un exposé, je me suis permis de lui prendre parce que c'est assez bien. Vous avez Owen qui vient de rater un but, qui se retrouve par terre, les 2 mains sur la tête dans un état d'échec et vous avez toute la tribune qui fait pareil. Sauf, alors mon pointeur ne va plus, c'est pas grave, le mec en jaune derrière, lui, soit il s'est trompé de tribune, soit il a loupé un stade au niveau du développement cérébral, voilà. Et alors on a, et c'est dommage que je ne sais pas vous les montrer, mais on a 2 ados qui ne bougent pas, qui sont, vous voyez un petit monsieur chauve en jaune là en bas, il y en a un premier qui lève les bras, un deuxième qui lève les bras, et puis derrière il y a un petit bonhomme en jaune, il est là. C'est probablement un adolescent. Donc voilà. Alors,
Au niveau du cerveau social, je vous disais, la capacité à se mettre, à entrevoir la perspective de l'autre, elle a été montrée par justement Sarah Jane Blackmore dans une expérience très chouette, c'est l'expérience de l'étagère, et qui a montré en fait l'habilité à tenir compte de la perspective de quelqu'un pour adapter ses comportements. Voilà, et c'est toujours ça s'acquiert en fin d'adolescence. Et pour preuve, c'est le test de l'étagère. Vous avez une étagère avec des objets dessus et vous voyez que certains rayons sont obstrués à l'arrière par une plaque en bois. Vous êtes de ce côté-ci et derrière, il y a un monsieur qu'on va appeler le directeur. Et le directeur, voilà ce qu'il voit lui normalement. Hein? Et il va vous dire, bougez le camion du haut vers la gauche. Eh bien, 75% des adolescents vont bouger le blanc. Donc c'est bien la preuve que c'est très difficile pour eux d'imaginer ce que l'autre voit de l'autre côté, en fait. C'est le bleu qu'il faut bouger, vous vous en doutez. Donc voilà, petite expérience intéressante, mais qui finalement clôture un peu ce chapitre sur tout le développement cérébral. Enfin, tout le développement cérébral, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais en tout cas les grands points, ce que j'avais envie surtout d'amener ce soir au niveau du développement cérébral. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a vu là pour essayer de comprendre vraiment les différentes grandes étapes de l'adolescence ? Eh bien, on va les remettre dans un tableau. Tout simplement, c'est le tableau sur lequel nous, on se base quand on soigne des adolescents. On a tendance à essayer de comprendre est-ce qu'ils sont en début, en milieu ou en fin d'adolescence. Dans quelle étape sont-ils quand on les a face à soi ? Alors, eh bien, tout simplement, voilà. En début d'adolescence, au niveau de la maturation, on est assez bien dans le raisonnement concret et c'est là qu'il y a une levée vraiment du vécu émotionnel chez les adolescents. Vraiment, on commence à beaucoup plus ressentir avec ce déficit d'inhibition, j'ai envie de dire. Puis au niveau de l'image de soi, c'est le début de la puberté. Donc on a des modifications corporelles et voilà, il faut s'y adapter, c'est pas simple. Par rapport aux parents, c'est le moment de la première différenciation par rapport aux parents. On a une petite perte d'intérêt vis-à-vis de l'adulte avec lequel on vit généralement, mais par contre un regain d'intérêt pour les pères du même âge, parce que l'important c'est de se sentir normal. Et donc il y a vraiment ce processus d'identification qui va commencer. Au niveau de la sexualité, on est dans les premières découvertes, c'est le moment où vous allez plus savoir rentrer dans la salle de bain, généralement, c'est même parfois plus tôt que ça. Et puis, je vais essayer de réparer mon pointeur, parce que j'en ai besoin. Et puis, au niveau moral, l'adolescent est à ce moment-là, en début d'adolescence, toujours généralement voilà, dans des cadres et des repères familiaux qui sont habituels. Les cadres et les repères restent ceux des parents généralement, mais on constate les premières oppositions. Et puis, on a un écolier qui a des activités extrascolaires, un ado en début d'adolescence. Le milieu de l'adolescence, par contre, c'est le moment de l'hyperconscience de soi. Vraiment, c'est la période égocentrée où le monde entier tourne autour de l'adolescent pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Et donc, c'est parfois très difficile de lui faire percevoir d'autres points de vue. Quand il se passe quelque chose, c'est toujours de sa faute. Quand ça va bien, c'est souvent grâce à lui. Et donc, je caricature, mais c'est vraiment une période un petit peu égocentrée, et égocentrée à tout niveau, puisque l'adolescent, avec ce corps qui vient de changer, il va se le réapproprier petit à petit. C'est une période où tout est corps centré, et c'est très souvent d'ailleurs le moment où émergent les maladies psychosomatiques, en fait, et l'expression par le corps de certains mal-être, comme les troubles alimentaires, les troubles fonctionnels, entre autres. Et puis, comme je dis, c'est la reprise du contrôle sur l'apparence, la période des piercings, des premiers tatouages, des cheveux bleus, du style vestimentaire bien affirmé. Et donc, c'est le milieu de l'adolescence vraiment c'est l'affirmation de soi par le corps, en fait, vraiment très souvent à ce moment-là. C'est un moment aussi où, par rapport aux parents, on est dans une différenciation qui peut aller jusqu'au rejet, où à un moment donné, on n'est plus d'accord avec son parent, on ne supporte plus de l'entendre mâcher à table, ou voilà, des petits exemples que je donne, mais qui sont très très fréquemment rapportés par les adolescents, ou en tout cas, il peut y avoir, je ne généralise pas, mais enfin c'est assez fréquent, ce moment vraiment de mise à l'écart du parent.
Et puis, au niveau des pairs, par contre, un renforcement, l'appartenance au groupe à ce moment-là, qui est vraiment extrêmement importante, avec ce processus d'identification. Sur le plan des comportements, par contre, par rapport à tout ce que j'expliquais tout à l'heure, on est vraiment dans cette impulsivité, cette exploration, cette recherche de nouveautés, avec une vulnérabilité pour les prises de risques et les addictions qui se marquent particulièrement à ce moment-là. Et puis le testing, hein, on va tester les limites. Ça, c'est toujours, c'est assez connu, mais c'est à ce moment-là. On est vraiment dans la période ado, mais par ailleurs, on est dans la période aussi où les adolescents adorent prendre leurs premières vraies responsabilités, comme par exemple un job d'étudiant ou du babysitting, ou voilà, commencer à s'engager dans une tâche de responsabilité. Et la fin de l'adolescence, elle va se marquer plus par une accalmie. Une petite accalmie avec voilà, un cerveau, un cortex préfrontal qui commence à mûrir. On est capable d'anticiper, de planifier, de discerner. On est dans quelque chose où le rapport au corps, en principe, aussi se stabilise. Le corps aussi se stabilise, il faut dire. Et puis, c'est vrai que se produit une séparation psychique par rapport aux parents. On n'est plus son prolongement, on est soi, on est un autre individu adulte, mais les relations se stabilisent fort. On a des relations beaucoup plus d'adulte à adulte, alors à ce moment-là. Et puis, au niveau social, aussi, on établit un réseau social clair. Généralement, c'est les couples qui démarrent bien alors à ce moment-là et qui se stabilisent. Au niveau de l'identité, généralement les questions d'identité et d'orientation sexuelle ont été abordées et ont été gérées, et les comportements redeviennent adéquats, généralement, avec des valeurs morales qui sont propres, qui peuvent être différentes de celles des parents, mais qui sont propres, avec son propre discernement. Et là, on est ado, jeune adulte, donc c'est vraiment la fin de l'adolescence. On s'engage dans une formation, une profession, et on acquiert une autonomie, une indépendance psychique, physique, financière, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les grandes phases par lesquelles les ados passent. Alors évidemment, on ne peut pas parler de ça sans être un peu caricatural, tout le monde ne se met pas dans des colonnes, mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce démarrage, et puis la période un petit peu de tempête, et puis derrière un peu cette accalmie qui survient avec l'avènement du développement du cortex préfrontal. Donc on revient à notre petit garçon. Et en fait, parallèlement à la maturation cérébrale, à la capacité de discernement, normalement, l'implication parentale, elle doit petit à petit aussi laisser de la place. Et ça, c'est un concept que je donne souvent aussi aux parents, je leur explique, mais vous savez, votre adolescent, il a un processus de transition depuis petit, il était bébé, il est passé par le stade bébé, enfant, ado, il va devenir un adulte, mais vous aussi, parallèlement à ça, vous devez vous adapter à votre enfant. On n'est pas le même parent d'un bébé que d'un ado de 17 ans. Et pour leur expliquer un petit peu, j'aime bien cette image de dire, voilà, quand on a un bébé, on est PDG. On décide comment on va l'habiller, ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, voilà. Donc, au moment où on va le laver, je veux dire, on gère tout. Quand l'enfant grandit et commence à savoir faire par lui-même, on devient manager. Va mettre tes chaussettes, mets ta veste, prends ta mallette, fais tes devoirs, machin. Donc, on le gère, on lui dit de faire quoi quand, et voilà, on est derrière, mais l'enfant peut faire plus par lui-même, et on lui laisse de plus en plus de choses, évidemment. Le problème, c'est que souvent, les parents restent à ce stade. Or, à l'adolescence, l'idéal est de devenir superviseur. Superviseur, c'est-à-dire, je te fixe un cadre, des limites, des règles, mais dans ce cadre, je te laisse faire ton expérience, je te laisse aiguiser toi-même ta capacité d'être ton petit adulte à toi, finalement, et de pouvoir toi-même te lever le matin, faire tes devoirs, te laver, être prêt à 8 heures quand il faut partir. Voilà, c'est la différence entre va te laver, mange et habille-toi, et à 8 heures, il faut que tu sois prêt. Donc, c'est la supervision. Alors après, ça fait défaut parfois, ça s'apprend petit à petit, mais voilà, devenir superviseur, ce n'est plus faire à la place, ce n'est plus décider pour, c'est voilà les règles, je t'aide à prendre tes décisions, je suis là derrière pour superviser. Puis alors, quand on a un enfant qui devient adulte, on devient consultant, à la demande. Voilà, on est là en cas de besoin. Donc, ceci m'amène petit à petit à aborder le lien entre l'adolescent et l'adulte, en fait.
Le lien entre l'adolescent et l'adulte, il faut savoir, on dit souvent les ados sont entre eux, voilà, les parents, non, ce n'est pas vrai. L'ado a besoin de contact avec les adultes. Peut-être pas le parent, parce que le parent, c'est difficile parfois de lui exprimer certaines choses qui ont lien avec son intimité et son vécu, parce qu'on a peur de l'inquiéter, on a peur qu'il renforce les règles et les restrictions, voilà, on a peur qu'il s'inquiète tout simplement. Mais le lien entre l'ado et l'adulte est essentiel, il est à maintenir. Et là, je m'adresse à tous les adultes ici qui ont des adolescents qui ne sont pas les leurs au quotidien autour d'eux, qu'on soit soignant, qu'on soit enseignant, qu'on soit éducateur. C'est vraiment hyper important d'avoir en tête qu'en fait, les ados ont besoin de ce contact avec l'adulte parce que c'est ça qui va leur permettre aussi d'aiguiser leur capacité de décision, de discuter d'eux-mêmes, de pouvoir, voilà, avancer. Avoir un adolescent face à soi, c'est une magnifique fenêtre d'opportunité, je le dis toujours, tant pour l'ado, qui lui trouve un adulte auquel il peut parler, sans se sentir jugé, en se sentant peut-être guidé, écouté, mais qui n'est pas spécialement son parent, ça peut être le parent et c'est très bien, mais voilà. Mais c'est aussi une magnifique fenêtre d'opportunité pour l'adulte de se dire, mais en fait cet ado, est-ce qu'il va bien ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'ados qui ne vont pas toujours très bien, et en fait, on ne les voit pas. On ne les voit pas toujours, on les voit souvent tard, quand ils arrivent avec des symptômes, des signaux d'alarme qui sont plus flagrants. Alors, la question, c'est de se dire, quand on a un ado qu'on discute avec, comment il va, en fait ? Est-ce qu'il va bien ou est-ce que je dois m'inquiéter ? Et pourquoi est-ce que je vous invite à vous poser la question quand vous avez des adolescents près de vous ? C'est tout simplement en raison de ceci. Voici les courbes de mortalité des adolescents. Alors, c'est moins gai, évidemment. Vous voyez que quand on prend la tranche d'âge, finalement, chez les garçons comme chez les filles, ici, on est entre 1950 et 2004, je vous montrerai quelque chose de beaucoup plus récent après. Mais ce que vous voyez, en fait, c'est que, en gros, les plus jeunes, on a vraiment fait de gros progrès au niveau de la mortalité qui a chuté. Les ados, ils sont peut-être moins hauts, mais ça ne bouge pas. Et au final, maintenant, on dépasse la mortalité des 1-10 ans au niveau de la mortalité des 5-10 ans au niveau de la mortalité des adolescents. Ici, vous avez une courbe qui montre aussi par tranche d'âge, en fait, les courbes de mortalité. Alors, les moins de 5 ans, il y a un très gros progrès. Puis les ados, là en bas, c'est en Suisse, dans le canton de Genève, pardon, je ne m'exprime pas dans l'ordre. Entre 1990 et 2019, en fait, on est resté quand même relativement stable au niveau de la mortalité de l'adolescent. Et on sait que les 3 premières causes de mortalité de l'adolescent sont liées au style de vie. Les accidents, le suicide et la violence interpersonnelle. 60% des adolescents qui commettent un suicide ou une tentative de suicide ont vu un soignant dans les 48 heures qui précèdent. C'est énorme. Et ils n'ont pas été repêchés. Et a fortiori, 100% d'entre eux ont certainement vu un adulte. Donc je ne dis pas qu'on doit tous être des sentinelles et aller les screener, mais en tout cas, il faut être conscient que beaucoup d'adolescents qui passent à l'acte ont côtoyé des adultes, ont parfois même consulté des adultes et n'ont pas été correctement repêchés. Et donc si on peut juste aller repêcher ceux-là, ou en tout cas se dire, mais tiens, est-ce que cet ado va bien ? Est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce qu'il est bien balancé avec des ressources ? Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Alors, quelle attitude pour arriver à finalement créer le lien avec l'adolescent et pouvoir un petit peu discuter avec lui ? Même parfois, ça m'arrive d'être à une soirée ou une festivité, puis d'avoir des amis qui viennent avec leurs ados, de papoter 10 minutes, c'est parfois éclairant, en fait, avec ces jeunes, pour autant que l'attitude y soit. Voilà. Alors, l'attitude, c'est évidemment d'avoir une écoute ouverte et bienveillante qui soit centrée sur l'adolescent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... voilà, un adolescent qui vous dit « je fume 10 joints par jour », si vous dites « oh, mais c'est pas bien, tu sais que c'est pas bon pour ta santé », c'est clair, vous allez clore le débat. Il va pas vous en dire beaucoup plus. Mais par contre, si vous n'êtes pas dans l'attitude de jugement ni dans la moralisation, mais que vous êtes respectueux, ok, tu me dis ça, et puis en fait, t'en penses quoi ? Voilà, si tu m'en parles, tu le vis comment ? Ça te paraît bien ? Ça te paraît pas bien ? Pourquoi ? Est-ce que tu as besoin de ça ? Vous allez poser les questions, mais vous allez en savoir plus et vous allez amener l'ado à réfléchir finalement sur son comportement. Quand on discute avec un adolescent, qu'on soit soignant ou enseignant ou éducateur, toujours rappeler le caractère confidentiel de la discussion,
la respecter bien évidemment, mais aussi rappeler sa limite. Parce que si vous avez face à vous un ado en difficulté ou qui vous semble à risque, ou qui vous dit, voilà, qui vous menace d'un passage à l'acte, il est évidemment un devoir, de notre devoir de rompre la confidentialité et de le mettre en protection. Il faut le rendre acteur de sa santé, comme je dis, voilà. Parfois, ils arrivent assez péremptoires avec « moi, je fais ceci, et je prends des risques, voilà. Ok. Et t'en penses quoi? Je veux dire, on fait quoi avec ça? Tu me donnes l'information, on peut en discuter un petit peu, et généralement, quand on amène les choses comme ça, généralement, ça ouvre la discussion, et donc on doit l'aider, comme je le disais, dans ce processus d'autonomisation, à prendre ses décisions, à aiguiser sa capacité de discernement. Parfois, expliquer à un ado comment il fonctionne, donc les petites choses dont on a parlé avant, ce système limbique qui est en pleine ébullition et puis l'inhibition, elle, qui fait défaut, c'est parfois important de leur expliquer. Ils comprennent mieux parfois pourquoi des émotions si violentes les submergent et qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Voilà, c'est normal, ça peut les éclairer. Favoriser l'autonomie. Alors, le respect des distances intergénérationnelles, ça c'est assez important. On n'est pas l'ami des ados quand on est un adulte. On peut être bienveillant, courtois, tout ce qu'on veut, mais adopter le même jargon ou commencer à faire des machins, je veux dire, non, ça n'a pas de sens, on n'est pas là pour ça. Et ce n'est pas ce que l'ado recherche chez l'adulte, il a des copains pour ça. Et puis demeurer ferme, c'est-à-dire qu'on peut être bienveillant, ouvert, à l'écoute, en disant, écoute, ça non, ça voilà, il faut qu'on en parle, ça, il y a un souci avec ça. Maintenir le cadre. Vous trouverez sur le site de Réalisme un outil qui s'appelle le HEADS, et qui a été mis au point en 2004 par Goldring et Cohen, et qui est en fait un entretien, un petit outil à avoir en tête quand on a un adolescent face à soi, et qui permet de brosser les différents domaines de la vie de l'adolescent pour se faire un petit peu une idée de ce dans quoi il est, s'il a des ressources ou des facteurs de vulnérabilité qui peuvent le compromettre. Et le HEADS, en fait, c'est un acronyme qui veut dire habitat, école ou éducation, alimentation, activité, drogue, santé mentale, sexualité et suicide. Et puis, moi, je rajoute souvent un 4e S, le sommeil, parce que c'est important aussi de savoir comment ils dorment. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on aborde ces sujets-là avec un adolescent? Eh bien, quelques petits outils que je vous donne. Pour parler de l'habitation, c'est simplement avec qui tu habites. Maintenant, si vous le savez, comment ça se passe avec tes parents, comment est l'ambiance à la maison, et la garde alternée, est-ce que ça te convient? Enfin voilà, des petites questions comme ça. Ou bien, tu es un adulte ressource, et quand tu as un souci, tu te tournes vers qui? C'est intéressant de savoir ça. Alors, je ne vous dis pas... Oui, je mets juste une petite parenthèse. Le HEADS, ce n'est pas une checklist. D'accord? C'est quelque chose à avoir en tête, mais ça doit faire partie d'une conversation. Une conversation avec un ado, c'est comme une musique, en fait. Il y a des tempos plus lents, des tempos plus rapides en fonction des sujets qu'on aborde. Mais en gros, je ne dis pas qu'il faut les faire dans cet ordre-là, mais avoir en tête ces différents items peut être important quand on s'adresse à eux. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc, au niveau éducation, c'est simplement, où est-ce que tu vas à l'école? Ah bon, c'est quoi comme école? J'y suis jamais allée, elle est comment? Est-ce que c'est bien? C'est une question qui est, et l'ambiance, elle est comment? Et tes résultats sont à la hauteur de ce que tu souhaites ou du travail que tu fournis? Comment tu t'entends avec les autres? Au niveau de l'activité, c'est important de savoir s'il y a des activités créatrices ou des activités sociales. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la socialisation est indispensable pour façonner le cerveau et justement induire ce synaptic pruning, ou en tout cas diriger cet élagage synaptique. C'est, comme je l'ai dit, pas une option. Donc un ado qui est isolé, qui change fréquemment d'amis, qui n'a pas de point d'attache, voilà, c'est un ado qui potentiellement pourrait aller moins bien. Au niveau de ces activités, évidemment, on screen un petit peu les écrans. Alors, il n'y a pas de « c'est trop long, c'est pas long », c'est « est-ce que tu estimes ?» Moi, une question que je pose souvent, c'est « est-ce que tu estimes que ton temps d'écran, il est grand ?» Enfin, je veux dire, comment je vais le formuler? Est-ce que tu estimes que tu passes beaucoup de temps sur les écrans? Voilà, donc ça, c'est sa propre perception. C'est ma maman qui me dit que je passe beaucoup de temps, et puis on s'aperçoit que c'est 1 heure, bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est passer beaucoup de temps? Tant que le reste est fait, que les activités sociales sont là, que les activités créatrices sont là, etc., voilà, on peut s'interroger. Mais en tout cas, les écrans, c'est aussi quelque chose peut-être à screener. Au niveau de l'alimentation, c'est très important
parce que c'est à ce moment-là, surtout entre 14 et 17 ans, que se passe le pic d'incidence des troubles alimentaires. Et donc, voilà, est-ce que tu as des préoccupations au sujet de ton alimentation? Combien de repas tu prends? Est-ce qu'il t'arrive d'en sauter? Est-ce que tu as vu ton poids varier de manière importante ces derniers temps? Et puis essayer de screener un peu ce trouble alimentaire, parce qu'on sait que plus le dépistage est précoce, et mieux c'est. Et c'est pas toujours chez les ados les plus maigres qu'il faut aller chercher. J'ai envie de dire, il faut vraiment essayer de les dépister le plus précocement possible. Alors, au niveau des drogues, c'est parfois compliqué d'aborder le sujet parce que ça a l'air assez frontal, mais une manière de le faire, c'est parfois de passer un petit peu par l'entourage en disant, mais est-ce qu'autour de toi, il y a des gens qui fument? Est-ce qu'autour de toi, il y a des gens qui boivent? Est-ce que tu as des copains qui ont déjà essayé telle drogue? Voilà. Et puis, est-ce qu'il y en a dans la famille? Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé? On t'en a déjà proposé? Enfin voilà, donc une petite manière d'arriver sans être frontal, mais d'avoir quand même assez bien d'informations à ce sujet-là. Et quand on se montre ouvert, comme je le disais tout à l'heure, généralement les ados s'expriment. Au niveau de la santé mentale, c'est très important aussi, parce qu'il faut explorer l'humeur, en fait, tout simplement, le bien-être en général. Et alors, je parle de suicide ici en disant... quand vous avez un adolescent qui vous paraît vraiment aller mal et qu'il a peu de ressources et qu'il y a plusieurs petits drapeaux rouges qui s'allument, le fait de parler avec lui clairement des idées noires et d'évoquer la possibilité qu'il en ait eu et qu'il ait pensé à mourir, ce n'est pas induire. On a longtemps pensé que parler de suicide aux ados, c'était induire. Mais en fait, non. Leur poser la question, c'est leur dire « je suis capable d'entendre la réponse et d'en faire quelque chose si tu ne vas pas bien ». Et donc ça, c'est vraiment très important, c'est d'arriver à screener ces ados-là et de leur dire, mais oui, tu y as déjà pensé, et de poser la question de l'imminence, du moyen, de l'accès aux moyens, de l'importance ou pas de l'urgence dans laquelle on est. Au niveau sexualité, évidemment, parfois on est assez surpris des connaissances et représentations, donc ça peut être intéressant de poser la question, mais poser la question de la satisfaction, aussi du plaisir, de l'orientation, enfin voilà, c'est des choses, quand on est en tout cas soignant et qu'on a des ados, qu'on est censé faire. Je ne dis pas de faire ça avec vos élèves en classe tout de go, mais en tout cas, voilà, en discussion avec un ado, moi j'aime quand même bien donner l'outil parce qu'il peut servir. Et puis au niveau de la sécurité, là on en a parlé, prise de risque, moyens de transport, est-ce que tu portes un casque, est-ce que tu as déjà rencontré la police, est-ce que tu aimes bien les sensations fortes, voilà. Et puis le sommeil, on en a déjà parlé. Alors l'adolescent qui va mal, déjà un adolescent qui a beaucoup de plaintes physiques, on en a régulièrement, nous évidemment à l'hôpital, c'est un adolescent sur lequel il faut se poser quelques questions. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses sont exprimées par le corps à l'adolescence, le corps centré. Un ado, comme je l'ai dit, replié, isolé, avec une pauvreté de ses relations, et qui finalement est quand même fort esselé avec lui-même. Quand les parents rapportent moins de communication qu'avant, on a du mal à savoir, ils ne s'expriment plus trop. Ça aussi, ça peut être un drapeau rouge. Baisse du rendement scolaire ou absentéisme, pour raisons non médicales, évidemment, il faut se poser la question. Un ado qui n'a pas de projet, ça c'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as des projets, toi, dans la vie? Tu as envie de faire certaines choses, un peu, voilà, des rêves? Un ado qui ne sait absolument pas répondre à ça, c'est... Je ne dis pas inquiétant, mais enfin, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette perspective, là, un petit peu devant? Et puis, l'absence de créativité. Un ado qui crée, généralement, c'est un ado rassurant, qui dessine, qui fait plein de choses, enfin voilà. Mais bon, pas tous. Au niveau de la gestion de ses émotions, si c'est intéressant à les voir, et puis s'il est complètement déprimé, évidemment, c'est un drapeau rouge. Et puis, les délits, la disparition d'argent à domicile, ça, c'est aussi... inquiétant. Et puis, sachez que les ados qui sont impulsifs, qui sont comme le lait sur le feu, là, comme ça, qui peuvent monter à tout moment, c'est des ados plus à risque que les autres. Voilà. Alors, je vais peut-être pas m'attarder sur, vu le temps qui passe, sur l'évaluation de la crise suicidaire, parce que j'en ai parlé. En fait, c'est simplement de voir concrètement comment ça se passe, s'il y a un moyen, un accès aux moyens. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si votre ado vous dit « oui, moi, je ne vais pas bien et j'y ai déjà pensé », ne restez pas seul. Mettez en place d'autres adultes dans la boucle, des soignants, service des urgences, appelez le parent ou le référent, évidemment, sur place. Et puis, on explique qu'on brise la confidentialité, bien évidemment, parce que là, ça se justifie.
On évalue, comme je l'ai dit, le besoin d'une hospi et puis la prise en charge doit être urgente. Et parfois, on peut fonctionner avec des petits contrats, ce qui peut aider à maintenir l'ado le temps d'être suivi et accompagné. Alors, quelques chiffres quand même. Moi, j'avais envie d'en mettre 2-3 pour vous donner un peu une idée, parce qu'on a parlé beaucoup d'ados, on a vu comment ils se développaient, toutes les étapes par lesquelles ils passent. Et en fait, ces ados en province de Liège, alors je n'ai pas les chiffres plus récents, mais ça ne doit pas être fort différent. Au 1er janvier 2020, il y avait 151 000 jeunes en province de Liège, 437 000 ados âgés de 10 à 19 ans en Wallonie et 1 million, presque 300 000 en Belgique. Donc voilà, on parle quand même d'une grosse population. Et puis comment vont-ils ? Les dernières études montrent, ici en province de Liège, que 32% ont des troubles du sommeil au moins une fois par semaine et 16% tous les jours. Donc c'est beaucoup, c'est 1 sur 6. 31% vont présenter à un moment donné un trouble de l'alimentation. On reste aux alentours de 1,5% d'anorexie dans cette étude-là, mais moi je pense très clairement qu'elle a dramatiquement augmenté après le Covid, pour preuve les consultations saturées auxquelles on doit faire face, avec aussi évidemment la boulimie et l'excès pondéral. Les consommations de substances, 13% consomment régulièrement de l'alcool, 1 sur 6 le tabac, 6% le cannabis, et les autres drogues, on est quand même quasi à 1 sur 10 qui essayent à un moment, voire à d'autres. Au niveau de la vie affective et sexuelle, premier rapport sexuel avant 15 ans dans pratiquement la moitié des cas, pas de contraception premier rapport chez 5% d'entre eux, et pas de contraception au dernier rapport enregistré chez 6% d'entre eux encore. Et au niveau de la santé mentale, les adolescents rapportent un état de déprime, de blues vraiment important, au moins une fois par semaine dans 14% des cas, un stress très important lié à l'école fréquent, 44%, harcèlement subi 16%, harcèlement exercé 1 sur 10 quasi, et puis du cyberharcèlement dans 4,5% des cas. Donc voilà, si on rapporte ça aux chiffres que je vous ai donnés avant, il y a quand même pas mal d'adolescents à screener, j'ai envie de dire. Je voudrais juste, puisque je l'ai dit au tout début de la présentation, vous parler de la formation que nous avons organisée ici à Liège depuis 2 ans, qui est la formation YouTeach et qui s'adresse aux professionnels de la santé, mais nous avons aussi parfois des professeurs de psychopédagogie ou d'écoles normales, j'ai envie de dire, qui viennent. Ce n'est pas uniquement adressé aux médecins, c'est vraiment à toute profession de soignants aussi, mais il faut être vraiment impliqué dans le soin ou l'éducation aux adolescents. Et en fait, c'est la version YouTeach, qui est la version francophone, adaptée aux besoins de la région, de celle qui se passe à Lausanne annuellement. YouTeach est un acronyme qui veut dire European Training in Effective Adolescent Care and Health. Et en fait, c'est une formation qui va balayer le développement de l'adolescent, mais aussi des grandes thématiques comme la santé mentale, la famille, les techniques de communication, les substances, la santé sexuelle, les troubles alimentaires, les maladies chroniques et les troubles fonctionnels. Donc tout ça est vraiment repris en compte et enseigné pendant 3 jours et 2 soirées. C'est pas enseigné, hein, c'est plus festif, ou une soirée d'accueil. Mais bon, voilà, il y a 2 sessions par an, une en automne et une au printemps, la prochaine est début avril. Et le double objectif, c'est d'une part d'optimiser les compétences de chacun, voilà, de partir sur les compétences. Donc, c'est un très petit groupe, hein, il y a un maximum 28 ou 30 participants par session, répartis par table, qui vont mettre en commun leurs compétences et leur expérience avec les ados, les partager, et alors avec des formateurs qui vont aider à amener quelques éclairages aussi pour pouvoir construire ensemble le cours, enfin pas construire le cours, mais en tout cas construire ce avec quoi on va repartir à la maison. Et puis, le double objectif, c'est aussi de former à enseigner. Donc, on va donner aux participants toute une série de techniques d'enseignement interactif pour justement pouvoir répandre ça après. Puisqu'on forme tous les jours, en discutant avec un collègue, avec un stagiaire, avec un ami. On forme tous les jours finalement un petit peu autour de soi.
Donc c'est une formation interactive, interdisciplinaire, avec des outils concrets que l'on vous donne après, tous les slides, toutes les références, vous pouvez tout avoir en partant. Et puis surtout, la particularité, c'est que c'est le seul programme en Belgique qui comprend des patients simulés adolescents. Vous les voyez ici à droite sur la photo. Ce sont des adolescents qui ont entre 13 et 18 ans, qui ont été screenés évidemment pour être sûr qu'ils aillent bien. Et on les a formés à jouer le rôle d'un patient. Ils apprennent une biographie, une histoire, une plainte, voilà. Et ils vont être formés à faire des jeux de rôle avec les participants, mais surtout formés à leur faire des retours constructifs sur leur manière d'entrer en communication. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir l'expert face à soi. Moi, j'ai toujours les ados, c'est les experts, il faut leur demander leur avis. Et donc, d'avoir cet adolescent qui dit, ben là, je me suis sentie à l'aise, là, j'aurais préféré que vous posiez la question autrement. Enfin, voilà, mais c'est toujours très bienveillant et constructif, ils sont adorables. Et ça, c'est finalement pas donné à tous de pouvoir s'exercer avec des vrais ados, en fait. Voilà. Donc, c'était juste pour vous parler de cette formation, si ça vous intéresse. Quelques références bibliographiques, mais mes collègues de réalisme ont déjà mis beaucoup de livres en show sur la table, en exposition. Et puis, je tiens à vous remercier tous pour votre attention, d'avoir partagé ce temps à parler des adolescents. J'espère que vous repartirez avec certaines clés de compréhension, en tout cas, du développement de l'ado. Et puis que ça nous permettra d'accompagner au mieux ces jeunes humains vers leur petit trajet vers l'âge adulte. Merci.